Pourquoi préfères-tu rester chez toi? C'est une question qui, bien souvent, porte un certain poids, comme si la réponse était évidente. Parce que je suis fatigué, parce que je n'ai pas d'énergie, ou même parce que je n'ai personne avec qui sortir, mais... Et si la réponse était plus profonde que cela? Et si ta préférence pour rester dans ton espace, loin du bruit du monde, était en réalité le reflet de quelque chose d'essentiel? De ta propre psyché? Nous vivons dans une société qui valorise le mouvement, la sociabilité, l'exposition constante. Les réseaux sociaux renforcent l'idée qu'une vie réussie est une vie pleine de fêtes, de voyages, de rencontres, d'aventures. L'image de toujours être occupé est devenue un symbole de valeur sociale. Et celui qui préfère rester chez soi, seul, est souvent vu comme asocial, paresseux, ou en dehors du jeu. Mais, et si ce choix n'était pas une faiblesse? Et si au contraire, c'était une force? Carl Gustav Jung, l'un des grands noms de la psychologie du XXe siècle, croyait que la solitude jouait un rôle essentiel dans le processus d'individuation, ce chemin par lequel chaque être humain découvre qui il est vraiment. Pour Jung, le silence et le recueillement ne sont pas de simples pauses, ce sont des espaces de rencontre avec soi-même. La vérité, c'est que le monde extérieur est bruyant. Les rues, les obligations, les sollicitations sociales, tout exerce une pression constante sur l'esprit. Des milliers de stimulations cherchent notre attention. Notifications, échéances, conversations, attentes des autres. Et lorsque l'esprit est saturé, il devient de plus en plus difficile d'entendre sa propre voix intérieure. C'est là que la maison, le foyer, prend une valeur symbolique profonde. Il ne s'agit pas seulement de murs, de meubles ou de confort physique. Rester chez soi, c'est souvent revenir à son espace intérieur, plonger dans l'intimité de l'être. C'est là que le masque social, que Jung appelait la persona, peut enfin tomber, dans ta maison, dans la solitude choisie. Tu es simplement toi. Il est curieux de constater combien cette expérience pourtant naturelle est souvent accompagnée de culpabilité. Combien de fois t'es-tu senti mal d'avoir refusé une invitation? Combien de fois as-tu entendu quelqu'un te dire que tu t'isoles trop? Il existe une pression collective qui associe le fait d'être seul à un manque, comme si la solitude était le signe d'un vide. Mais Jung voyait la solitude autrement, comme une opportunité. Il croyait que ce n'est que dans la solitude que l'on peut entendre le langage de l'âme, cette voix discrète qui se perd dans le vacarme des foules. Tu préfères rester chez toi, non parce que le monde est menaçant, mais parce que ta vie intérieure mérite de l'attention. Quand tu choisis le silence, quand tu décides de passer du temps avec toi-même, tu cultives un espace où l'esprit peut se réorganiser. C'est dans cet intervalle que naissent les intuitions, que les pensées deviennent claires, que les émotions trouvent leur place. C'est dans la quiétude que l'inconscient, si exploré par Jung, se manifeste à travers rêves, réflexions et petites intuitions capables de changer le cours de ta vie. La solitude, en ce sens, n'est pas absence, elle est présence. Présence à soi, présence à son propre être, bien sûr. Un isolement excessif peut être nuisible, mais il y a une grande différence entre fuir le monde par peur et choisir le recueillement par besoin de croissance. Jung faisait bien cette distinction. L'isolement qui enferme naît de la fuite. La solitude qui renforce naît de la conscience. Peut-être, au fond, la raison pour laquelle tu préfères rester chez toi est liée à cette recherche silencieuse d'authenticité. Car dans le monde extérieur, tu joues des rôles, le professionnel, l'ami, l'enfant, le partenaire. Mais dans ta solitude, tu peux vivre quelque chose de rare, la sensation d'être entier, sans étiquette, sans attente, sans exigence. C'est là que réside la véritable valeur de l'introspection. Dans les prochains volets, nous approfondirons ce thème et nous comprendrons comment Jung interprétait la solitude comme un chemin psychologique et spirituel. Mais avant cela, il reste une provocation. Et si le fait que tu préfères rester à la maison était en réalité le signe que tu réponds à un appel intérieur que beaucoup ignorent? Peut-être que la réponse à ton inquiétude n'est pas là dehors, mais bien dans le silence que tu rencontres entre les murs de ta maison. Quand Jung parlait d'individuation, il faisait référence à un processus profond, un chemin intérieur, au cours duquel chaque personne doit découvrir ce qu'elle est véritablement, non pas ce qu'elle montre au monde, non pas ce que les autres attendent d'elle, mais ce qui vit au cœur de son âme.
Et dans ce processus, deux concepts deviennent centraux, la persona et le soi la persona. Et le masque social, c'est le rôle que tu joues devant les autres. Au travail, tu portes le masque du professionnel. Avec les amis, celui de la légèreté, en famille, celui de la responsabilité ou de l'affection. Ces masques ne sont pas faux. Ils font partie de la vie sociale. Mais, lorsque la persona devient dominante, il y a le risque de se perdre à soi-même. Le soi, au contraire, représente la totalité de l'être. C'est l'essence, la synthèse entre conscient et inconscient. Ce que tu es, au-delà des rôles, c'est comme un centre qui donne sens à la vie. Et Jung disait que, pour approcher le soi, il fallait du silence, du recueillement et le courage de rester avec soi-même. Et c'est ici que prend tout son sens la valeur de rester chez soi. Car dans ta solitude choisie, les masques tombent. Tu n'as rien à prouver à personne. Tu n'as pas à maintenir des apparences. Tu n'as pas à soutenir la persona, c'est dans cet espace que le soi peut se manifester. La solitude, en ce sens, est comme un miroir différent de celui de la salle de bain ou de la chambre. Il ne montre pas le visage, ni l'apparence. Il reflète la psyché. Il montre ce qui vit en toi. C'est un miroir intérieur, et il n'est pas toujours facile d'affronter le reflet qui apparaît là. Beaucoup fuient la solitude, précisément parce qu'ils craignent ce reflet. Il est plus facile de se distraire avec le bruit, les obligations, l'agitation, plutôt que d'affronter le vide silencieux en soi. Mais Jung disait que ce vide n'est pas vraiment vide. Il est rempli de significations cachées. Il est un champ fertile, où germent symboles, rêves, intuitions. Et c'est ici qu'apparaît l'archétype de l'ermite. Dans la tradition symbolique, l'ermite est celui qui s'éloigne du monde. Non pas parce qu'il le méprise, mais parce qu'il cherche une vérité plus profonde. Il porte avec lui une lanterne, symbole de la lumière intérieure, qui n'éclaire que quelques pas à la fois. Ce n'est pas une lumière qui dévoile tout le chemin, mais juste assez pour avancer. L'ermite représente la sagesse de l'introspection. Il est l'image universelle de celui qui découvre qu'être seul, ce n'est pas être vide, que la solitude n'est pas absence, mais opportunité de connaissance de soi, et lorsque tu choisis de rester chez toi, dans le silence, d'une certaine manière, tu actives cet archétype en toi. C'est comme si, en refusant le bruit du monde, tu ouvrais un espace à cette figure symbolique. L'ermite en toi ne cherche pas seulement l'isolement. Il cherche la clarté, il cherche la sagesse. Il veut que tu vois ce qui d'ordinaire se perd dans la hâte de la vie. Jung croyait que l'inconscient parlait à travers des symboles, et ces symboles émergent précisément dans les moments de recueillement. Un rêve vif, un souvenir inattendu, une intuition soudaine. Tout peut apparaître. Lorsque le silence est respecté, c'est comme si l'inconscient était toujours prêt à dialoguer, mais ne pouvait être entendu que lorsque le vacarme extérieur s'apaise. Ainsi, lorsque tu choisis de rester chez toi, tu ne fais pas que te reposer. Tu crées les conditions pour que le dialogue intérieur ait lieu. Tu permets au soi de se manifester, et tu accueilles l'archétype de l'ermite. Comme guide dans ce cheminement, bien sûr, cela demande du courage. Car le silence peut révéler des vérités inconfortables. Il peut faire remonter peur, blessures, souvenirs enfouis. Mais il peut aussi apporter des révélations libératrices, des intuitions qui donnent un nouveau sens à la vie. Voilà pourquoi Jung disait que la solitude n'est pas un fardeau, mais un appel à regarder à l'intérieur, un appel à se réconcilier avec son être profond. Et peut-être, est-ce exactement ce que tu ressens? Quand tu choisis de rester à la maison, il existe une différence essentielle entre solitude saine et isolement nocif. À première vue, ils peuvent sembler identiques. Dans les deux cas, tu es seul, mais la motivation intérieure et l'effet psychologique sont totalement différents. La solitude saine naît d'un choix conscient. C'est lorsque tu décides de réserver un temps pour toi-même. Tu reconnais le besoin de repos, d'introspection, de silence, et tu t'autorises à le vivre sans culpabilité. C'est un état qui apporte légèreté, clarté, parfois même paix. L'isolement nocif, au contraire, naît de la fuite. C'est lorsque tu évites le monde, non pas parce que tu veux te renforcer, mais parce que tu as peur, peur du jugement, peur du rejet, peur d'échouer. Cet isolement ne procure pas de paix. Il engendre anxiété, tristesse,
et un sentiment croissant de déconnexion. Jung comprenait que la psyché humaine a besoin d'équilibre. Tout comme le corps ne survit pas uniquement de repos, ni uniquement d'efforts, l'esprit a besoin de moments de recueillement et de moments d'échange. La solitude saine nourrit le monde intérieur. La relation saine nourrit la connexion avec l'autre. Le problème apparaît lorsque l'un de ces pôles est ignoré. Pense par exemple à quelqu'un qui passe un week-end entier chez lui, à lire, écrire, réfléchir. Ce recueillement peut générer de l'énergie, de nouvelles idées et même un sentiment de renouveau. Maintenant, imagine la même personne qui passe des semaines enfermée dans sa chambre, évitant tout contact et se sentant de plus en plus épuisée. Tu vois la différence? Dans le premier cas, il y a choix et intention. Dans le second, il y a peur et prison. La solitude saine est comme un remède qui renforce l'esprit, mais lorsqu'elle devient isolement nocif, elle se transforme en poison. Et cette ligne est souvent subtile. C'est pourquoi nous devons prêter attention aux signaux. Un signe de solitude saine, c'est lorsque tu reviens vers les autres avec plus d'énergie. Tu sens que ce temps seul a servi à réorganiser, à clarifier les pensées, à calmer les émotions. C'est comme si tu avais rechargé tes batteries intérieures. L'isolement nocif, lui, produit l'effet contraire, plus de temps seul. Moins d'envie de sortir, moins d'énergie, moins de clarté. La personne s'éloigne de plus en plus et sent qu'elle perd le contact avec sa propre vie. Jung dirait que, à ce stade, la solitude cesse d'être un espace de croissance. Pour devenir une prison, c'est lorsque le recueillement cesse de servir le soi et commence à servir la peur. Mais comment le reconnaître en soi-même? La réponse se trouve dans la sensation qui accompagne le silence. Si le silence apporte la paix, c'est le signe d'une solitude saine. Si le silence apporte l'angoisse, c'est le signe d'un isolement nocif. La différence ne réside pas dans l'acte de rester à la maison, mais dans l'état intérieur qui l'accompagne. Voilà pourquoi il est si important de cultiver un rapport conscient avec sa propre solitude. La regarder sans culpabilité, mais aussi sans mensonge. L'utiliser comme un outil et non comme une fuite. Carl Jung croyait que la psyché recherchait toujours l'équilibre. Et cet équilibre ne consiste pas à vivre seulement dehors, ni seulement dedans. Il réside dans l'alternance, dans la capacité de reconnaître quand il est temps de plonger dans le silence et quand il est temps d'ouvrir les portes au monde. La solitude saine peut être vue comme une sorte de retraite intérieure. Tout comme les moines et les sages, dans l'histoire, se retiraient pour réfléchir. Toi aussi, tu peux utiliser ta maison comme un temple de recueillement, un espace pour méditer, écrire, rêver, écouter ton âme, mais n'oublie jamais, après la retraite, vient le retour. L'ermite de la tradition symbolique redescendait de la montagne pour partager sa sagesse. De la même façon, le temps passé à la maison doit être équilibré avec le temps passé dans le monde. C'est de cette danse, entre dedans et dehors, que naît une vie pleine. Maintenant que nous comprenons la différence entre solitude saine et isolement nocif, une question pratique surgit. Comment cultiver cette solitude de manière consciente? Comment transformer le fait de rester à la maison en quelque chose qui fortifie réellement la psyché? La première clé, c'est l'intention. Quand tu entres chez toi, demande-toi, suis-je ici pour me reposer? Pour réfléchir? Pour me ressourcer? Cette simple question change déjà l'énergie du moment, parce qu'elle donne un sens à ton choix. Et lorsqu'il y a du sens, le recueillement cesse d'être une fuite et devient rituel, une pratique essentielle. C'est de réserver un espace au silence. Non seulement le silence de la bouche, mais le silence des stimuli. Éteindre un instant, le téléphone, la télévision, les notifications. Créer un intervalle où tu peux écouter ton esprit, sans interférence. C'est dans cet espace que surgissent symboles et intuitions. Une autre pratique précieuse, c'est le journal. Écrire tes pensées, tes émotions, tes rêves, est une manière de dialoguer avec l'inconscient. Jung l'utilisait abondamment. Dans son fameux livre rouge, il croyait que noter images et réflexions était un moyen d'organiser le chaos intérieur. Et quand tu écris, tu n'écris pas pour le monde. Tu écris pour toi. C'est une conversation intime, entre toi et ton âme. Au-delà de l'écriture, il y a les rituels créatifs. Peindre,
Jouer de la musique, cuisiner avec attention, prendre soin des plantes, des gestes simples qui deviennent méditation lorsqu'ils sont faits avec présence. Ces petits actes te relient à l'instant. Et l'instant est la demeure du soi. Jung parlait souvent du pouvoir des symboles. Et chaque maison peut devenir un espace symbolique, un coin lecture, peut-être ton temple intérieur. Une bougie allumée peut incarner ta quête de clarté. Une musique douce peut représenter l'harmonie que tu souhaites cultiver. Ce n'est pas superstition, c'est psychologie. Les symboles parlent directement à l'inconscient et donnent force aux états intérieurs. Une autre clé, c'est respecter les cycles. Ne réserve pas la solitude, seulement quand il reste du temps. Crée des intervalles réguliers, une demi-heure de silence au réveil, ou quelques minutes avant de dormir. Cette habitude transforme le recueillement en discipline, et la discipline en transformation. Mais attention, la solitude saine ne signifie pas couper les liens. Au contraire, elle les renforce. Car lorsque tu reviens au contact, tu reviens plus entier, plus centré, plus présent. La différence se voit. Les personnes qui cultivent des moments de silence rayonnent calme et clarté. C'est comme si elles portaient en elles une sérénité qui inspire les autres. Rester à la maison, donc, n'est pas seulement repos. C'est cultiver un espace intérieur. C'est apprendre à transformer 4 murs en sanctuaire. Peu importe si ta maison est petite ou grande, simple ou luxueuse, ce qui compte, c'est la conscience que tu y apportes. La solitude saine peut être un acte révolutionnaire dans le monde moderne. Dans une époque qui impose vitesse, bruit et exposition, le choix du silence est presque un geste de résistance. C'est comme dire « je ne me perdrai pas dans le rythme du monde, j'écouterai ma propre voix ». Et ce choix, même s'il est simple, a le pouvoir de réorganiser l'esprit, le pouvoir de guérir les émotions, le pouvoir d'ouvrir des portes vers de nouvelles compréhensions. C'est comme si chaque moment de solitude consciente était une pierre de plus dans la construction de ton être véritable. Au fond, c'est bien cela le sens de la solitude saine. Ce n'est pas absence. C'est construction, c'est présence, c'est rencontre. La solitude, pour Jung, n'est pas seulement un espace psychologique. Elle a aussi une dimension symbolique et spirituelle, un portail vers des profondeurs plus vastes de l'être. Quand nous nous retirons, dans le silence et la pleine attention, nous entrons en contact avec ce que Jung appelait le soi, ce noyau central qui organise la vie psychique. Il ne s'agit pas de pensée rationnelle, mais d'une perception plus profonde, d'une conscience qui voit au-delà de l'immédiat, au-delà des masques sociaux, au-delà des distractions du quotidien. En ce sens, la solitude est un chemin d'auto-transcendance. Elle nous permet de quitter la surface de la vie, la routine et l'automatisme, et de plonger dans l'essentiel. Le recueillement à la maison devient un rituel quotidien, un pont entre le monde extérieur et le monde intérieur. Jung disait que les symboles naissent de l'âme et l'âme ne se manifeste que lorsqu'elle trouve un espace. Dans le silence de ta maison, les rêves deviennent plus vifs, les idées plus claires et les intuitions plus nettes. C'est comme si l'inconscient nous parlait, à travers des signes subtils, guidant chaque pas de notre chemin intérieur. L'archétype de l'ermite, que nous avons déjà évoqué, prend ici encore plus de force. Il représente le sage qui se retire, non par peur ou par rejet du monde, mais pour trouver la vérité. Il tient dans sa main la lanterne, éclairant seulement quelques pas à la fois, rappelant que le chemin de la connaissance de soi est graduel, et que chaque intuition doit être accueillie avec patience. La maison, ou l'espace de recueillement, devient alors un temple, pas forcément un temple religieux, mais un espace sacré pour la psyché. Chaque geste simple, chaque routine choisie avec attention, devient une forme de culte intérieur. Allumer une bougie, écouter de la musique avec présence, écrire une pensée, sont des rituels qui donnent sens à la vie. Et la spiritualité dont parle Jung ici n'est pas extérieure à nous. Elle est dans le quotidien. Elle est dans l'attention au moment présent, dans l'écoute de soi, dans le courage d'affronter ce qui émerge de l'esprit et du cœur. En accueillant ces instants de silence, nous nous relions à quelque chose de plus grand, à la totalité même de la vie. La solitude consciente nous enseigne une leçon rare. Il n'y a pas de contradiction entre être seul et se sentir entier. Il n'y a pas de contradiction entre silence et profondeur.
La quiétude apporte la clarté. L'introspection ouvre la liberté. Et cette liberté est le chemin vers la véritable maturité psychologique. Voilà pourquoi Jung défendait la solitude, comme bien plus qu'un repos ou un simple temps libre. C'est une nécessité vitale, un espace pour écouter l'âme, un chemin pour transformer expérience et émotion en sagesse. Et même si le monde extérieur exerce une pression, même si amis, famille ou société doutent, ces moments où tu choisis de rester chez toi ne doivent pas être niés. Ils ne sont pas de l'égoïsme. Ils sont un investissement dans ton être. La solitude consciente nous rappelle que la valeur de la vie ne se mesure pas seulement à ce que nous faisons dehors, elle se mesure à ce que nous cultivons dedans, dans la compréhension de soi, dans le courage d'affronter sa propre vérité, dans la capacité d'intégrer ombre et lumière, peur et courage, élan et réflexion. En acceptant la solitude comme chemin de croissance, tu apprends à marcher aux côtés du soi, à reconnaître les symboles de l'âme et à comprendre que, même entre quatre murs, il est possible de toucher l'infini. Et c'est dans cet infini intérieur que survient la vraie transformation. Nous arrivons à un point crucial. Comprendre la valeur de la solitude, ce n'est pas seulement saisir une théorie, c'est reconnaître que l'acte de rester à la maison, en silence et en pleine attention, est en réalité un chemin pour rencontrer soi-même. Carl Jung nous enseigne que la psyché humaine est complexe et que seul le recueillement permet d'entendre la voix du soi. Ce noyau profond qui organise pensée, sentiments et désirs, et qui souvent se perd dans le bruit du monde extérieur. Rester chez soi n'est pas une fuite, c'est un acte conscient de soin pour l'âme. C'est reconnaître que, pour être pleinement dans le monde, nous devons d'abord être présents à nous-mêmes. La solitude saine nous fortifie. Elle apporte clarté, créativité, énergie, sérénité. Elle nous permet d'organiser les pensées, de réfléchir aux décisions et de transformer les émotions en compréhension. Elle nous relie à des symboles, des rêves, des intuitions, des outils que Jung considérait comme le langage de l'inconscient, pour guider la vie. Mais en même temps, il faut de la vigilance. L'isolement nocif, né de la peur ou de la fuite, peut se déguiser en introspection. C'est pourquoi il est essentiel d'observer l'effet de la solitude sur soi. Apporte-t-elle la paix ou l'angoisse? Donne-t-elle de l'énergie ou enlève-t-elle de la force? La réponse révèle si nous sommes sur le chemin de la croissance ou dans le piège de la peur. L'archétype de l'ermite nous rappelle l'importance d'avancer lentement. Chaque pas dans la connaissance de soi est petit, mais significatif. Nous n'avons pas à tout comprendre d'un coup. Nous n'avons pas à résoudre chaque problème de la vie. Il suffit d'être présent et d'accueillir ce qui émerge. La lanterne de l'ermite n'éclaire que quelques pas à la fois, mais chaque pas est essentiel au chemin intérieur. Dans la vie quotidienne, la pratique de la solitude consciente peut prendre de nombreuses formes. Un moment de silence au réveil, une écriture réflexive, une activité créative, un coin réservé à la méditation. Chaque geste est un rituel qui transforme la maison en sanctuaire de la psyché. Et chaque instant de présence avec soi-même renforce le contact avec le soi. La solitude nous enseigne aussi l'équilibre. La vie n'est pas faite seulement d'introspection, ni seulement d'interaction sociale. C'est l'alternance entre le dedans et le dehors, entre le silence et la rencontre, qui crée l'harmonie. Et celui qui apprend à cultiver ces moments développe maturité, sérénité, authenticité. Au fond, choisir de rester chez soi, d'embrasser le silence, n'est pas un acte de faiblesse ni d'égoïsme, c'est un acte de courage. Le courage d'écouter son âme, le courage d'affronter son ombre, le courage de marcher aux côtés du soi et d'intégrer chaque partie de son être. Et peut-être, voilà la leçon la plus profonde. La véritable richesse de la vie ne réside pas seulement dans ce que nous faisons à l'extérieur. Elle réside dans ce que nous cultivons à l'intérieur. Dans l'attention, le soin, la présence que nous nous offrons, dans le courage de se retirer pour ensuite revenir plus entier, plus conscient, plus vivant. Ainsi, la prochaine fois que tu préféreras rester à la maison, ne le vois pas comme une faiblesse. Vois-le comme un cadeau que tu te fais à toi-même. Un espace pour grandir, réfléchir, te rencontrer. Un espace où la solitude devient sagesse et où le silence devient guide. Car comme nous le rappelle Jung, la solitude n'est pas absence, elle est présence.
Présence à soi, présence du soi, présence de ce qui rend la vie signifiante, et c'est dans cette rencontre, avec ton monde intérieur, que tu découvres la véritable valeur d'être seul, non pas comme quelqu'un qui fuit le monde, mais comme quelqu'un qui choisit d'écouter son âme et de marcher au rythme de sa propre vie. Si cette vidéo t'a apporté réflexion ou inspiration, n'oublie pas de laisser un like. Et si tu n'es pas encore abonné, clique sur « S'abonner à la chaîne ». Ainsi, tu ne manqueras aucun contenu profond comme celui-ci. Et tu nous aideras à continuer à partager des idées qui nourrissent la pensée et t'accompagnent, pas à pas, sur ton chemin intérieur.